recommencer effectivement en traitant la question du sens commun et le corps. Hein. On va revenir sur les deux points sur lesquels on avait fini, c'est-à-dire les points de la résistance sous la figure de Bartleby, qu'on approchait ça à cette intentionnalité propre au vécu. Alors, on parlait pour différencier la pensée critique, en entendant par pensée critique la pensée avec une exigence de rationalité, une exigence quand même de logique, de cohérence, on l'a différencié du savoir, du sens commun plus proche des corps et de l'expérience. En général, pour présenter ces deux dimensions, on dit que le sens commun est du côté de l'expérience, en tant que la pensée critique serait du côté de l'expérimentation, n'est-ce pas? Alors, on va revenir là-dessus, on va essayer d'approfondir cette dialectique conflictuelle entre sens commun et pensée critique, comment la pensée critique décolle du sens commun. On va revenir un peu à l'exemple de la caverne de Platon, n'est-ce pas? Là où effectivement Platon va fixer cette dualité, non? Cette dualité qui reste aujourd'hui comme ça et a resté à travers les siècles quand même comme une problématique majeure qu'on va retrouver chez Descartes, mais pas que, bien entendu, non? Entre la conscience, la pensée, comme ça, et les corps que Platon présente comme les simulacres. Alors, si la pensée critique, en tant que donc pensée articulée avec une cohérence, etc., est la vérité pour l'Occident dans tous les cas, hein, et pour Platon, mais pour des contemporains comme Badiou, par exemple. Badiou a une position platonicienne là-dessus, c'est-à-dire la conscience décide, non, etc. Si la pensée critique est ce qui s'oppose au corps en essayant de les dresser, etc., nous assistons aujourd'hui à ce dont on a parlé à plusieurs reprises, nous assistons aujourd'hui à ces désirs, pour le dire comme ça, ultra-platoniciens, hein, dans lesquels on essaye de se débarrasser carrément des corps, de se débarrasser des simulacres pour ne vivre que dans la vérité de l'algorithme. Hein. C'est un tout petit peu les projets platoniciens menés à la pratique, du coup, de par les possibles qui donnent, apparemment, les possibles qui donneraient cette dématérialisation dans laquelle les corps lourds, les corps qui transpirent, les corps qui souffrent, mais les corps qui jouissent, qui désirent et qui pensent, n'est-ce pas, aussi seraient mis un peu de côté. Et sans aucun doute, hein, cette année assez merdicus de Covid a signifié une avancée brutale quand même des pratiques d'information et des rapports qui laissent de côté les corps. Hein. Et en général, les gens sont fascinés éblouis par ce qu'on gagne, comme dirait Rousseau, ignorance qu'on perd. C'est important de voir qu'est-ce qu'on perd. Ce qu'on perd, c'est difficile à les nommer. Hein. C'est-à-dire, l'autre jour, j'entendais quelqu'un sur la radio qui disait, bon, pour Noël, j'aurai mes petits-enfants sur Zoom, vous savez, les apéros Zoom et les Zoom, tout ça. Et au fait, un peu ébloui par ce qu'on gagne, tous ces possibles-là, on oublie d'interroger, mais qu'est-ce qu'on perd, au fait? Et c'est ce dont on travaille depuis un an, hein, parce que le travail a commencé l'année dernière en essayant de comprendre la différence entre l'information et la connaissance, en mettant la connaissance comme un processus fondamentalement d'engagement du corps. Hein. C'est-à-dire que si l'information n'est pas suffisante pour réagir, si l'information, plus encore, condamne l'agir, freine l'agir, bloque l'agir, c'est parce qu'effectivement cette différence entre information et connaissance passe par les corps, dont on a beaucoup parlé. Alors, la dernière fois, moi, je présentais comme un exemple de cette dislocation, cette séparation des corps et de la pensée critique, la pensée disciplinaire, la pensée disciplinaire pas dans le sens négatif, de discipline, hein, c'est-à-dire une discipline dans cette pensée, n'est-ce pas? J'ai donné un exemple qui est de comment se autonomise
hein, comment s'autonomise cette pensée critique? Effectivement, s'autonomise dans les plans quinquennaux, s'autonomise dans les utopies politiques, dans les chimères, s'autonomise de mille façons, n'est-ce pas? C'est-à-dire la pensée critique a cette maladie de toujours de prendre la tangente par rapport à la vie. Et j'ai donné un exemple de cette autonomisation en parlant de un travail que je vais faire sur un HDR qui était centré sur la performance sportive. Vous vous rappelez, j'ai parlé de la performance sportive et j'ai présenté la performance sportive comme un exemple de ce décollement de la performance par rapport au corps et par rapport à la discipline. Chose qui est quand même en principe contre-intuitif parce qu'on se dit que dans une performance sportive, on serait effectivement au cœur d'une pratique corporelle. Et je disais, la performance, à partir d'un certain niveau, justement, devient un objectif en soi. Et pour discuter de ça, on a demandé à un jeune membre du collectif Malgré tout, Maeva, qui était championne mondiale de taekwondo. Là, c'est gênant. Excuse-moi, Christian, parce que narcissistiquement peut-être, mais c'est gênant. Je me vois là énorme si tu pouvais remettre les petits carrés. Et alors, Maeva, qui était championne mondiale de taekwondo quand elle était très jeune, à 16 ans, et avec laquelle on travaille dans les collectifs Malgré tout. Maintenant, elle est interne en psychiatrie. On a des projets avec les collectifs dont on vous parlera, auxquels elle participe. Mais aujourd'hui, je lui ai demandé un tout petit peu d'introduire la séance d'aujourd'hui par rapport à la question de la performance sportive, parce que, bon, effectivement, elle a connu ça au plus haut niveau. Petite anecdote qu'elle m'a racontée, c'est que les jours où elle était champion mondial n'était venu par Maeva. Le jour où elle était champion mondial de taekwondo, tout à coup, elle monte tout en haut du podium et on se met à jouer la Marseillaise. Alors, elle discute avec le numéro 2, qui était américaine, je ne me souviens pas qu'est-ce que c'était, voilà. Elle discute pendant toute la Marseillaise. Alors, quand elle descend, il y a les journalistes, il y a son entraîneur leur remonte les bretelles. Elle, de sa hauteur de 16 ans, le dit à l'entraîneur devant les journalistes, mais tu connais les paroles? C'est une chanson fasciste, le dit. Et alors l'entraîneur, il a failli s'évanouir et il a dit aux journalistes, s'il te plaît, n'aimez pas ça dans l'entretien, n'est-ce pas? Alors c'est drôle parce que, bon, les liens n'est pas juste d'une anecdote, n'est-ce pas? La jeune championne mondiale qui tout à coup a une intuition à la Barthelby, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle dit non à la Marseillaise, mais bon, juste non à la Marseillaise. Mais bon, donc si tu es toujours de ce monde, Maeva, est-ce qu'on pourrait un tout petit peu parler justement comme ton vécu par rapport à cette performance que j'ai présentée comme paradoxalement s'éloignant du corps? Est-ce que tu pourrais habiliter le micro de Maeva, Christian, s'il te plaît? Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, bonsoir à tous. Miguel, tu n'étais pas censé raconter cette anecdote, je te remercie. Okay. Alors, donc moi, ce que je voulais donc moi, je faisais du taekwondo, c'est un sport de combat coréen. Je voulais commencer par expliquer donc que quand j'ai commencé, c'était quelque chose de très ludique. J'éprouvais beaucoup de plaisir à m'entraîner, ça suffisait jamais. Je voulais toujours m'entraîner plus. J'étais surclassée et quand j'étais surclassée, j'étais encore surclassée, tout ça. Et en fait, j'avais jamais de satiété en fait du côté de l'entraînement. Si bien que du coup, je me suis retrouvée en équipe de France senior super tôt, à 14 ans. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu en très peu de temps, en fait, en peut-être 2, 3, 4 ans, il y a eu vraiment un, un arrêt en fait de cette joie en fait que j'avais jusqu'à présent à m'entraîner, à faire de la compétition et tout ça.
Alors, du coup, Miguel, quand tu parles d'autonomisation de la performance, moi, j'avais noté que, donc déjà, il y a en fait, pour moi, l'entraînement en fait, de haut niveau, ça a dévitalisé ma pratique. C'est-à-dire que j'avais déjà, ça a complètement rigidifié mon rythme de vie, c'est-à-dire avec les plannings d'entraînement, il y avait quand même un découpage du temps très très particulier, j'avais pas de vacances, pas de week-end, enfin les week-ends c'était fait pour la récupération. Il y avait aussi un découpage, pardon, un découpage de l'année où on allait d'objectif en objectif, de compétition en compétition, avec au final donc le plan global, c'était les Jeux Olympiques sur 4 ans, et chaque année, soit un championnat du monde, soit un championnat d'Europe, et tout était comme ça, tout le temps rythmé, en fait. Il n'y avait jamais de temps de pause, et les temps de pause, en fait, étaient des temps de récupération à optimiser. C'est-à-dire que, par exemple, le soir, notre entraîneur, par exemple, il pouvait nous demander ce qu'on faisait, le week-end, ce qu'on avait fait. Enfin, on s'est déjà fait engueuler parce qu'on était allé faire les soldes et qu'il fallait pas, il fallait récupérer, et il fallait pas aller faire les soldes, enfin des choses comme ça. Euh, et puis quand même, un peu, il y avait un truc un peu persécutant en fait d'avoir tout le temps à rendre des comptes, même dans notre vie privée. C'est-à-dire que l'entraîneur était sur place tout le temps, même le soir, pouvait nous, voilà. Euh, et donc enfin c'est allé jusqu'à, par exemple, une fois que j'étais blessée, venir avec moi pendant les rendez-vous médicaux pour vérifier en fait ce que disait le médecin, que je retransmettais bien les informations aux entraîneurs, etc. Sachant que les rendez-vous médicaux, ben, normalement c'est secret professionnel, quoi. Les entraîneurs n'ont pas à mettre les pieds là-dedans, mais bon, voilà. Et en fait, petit à petit, en fait, tout le plaisir en fait que je prenais dans la discipline, notamment technique, parce que le taekwondo c'est aussi un sport, même si c'est du combat et que ça va au chaos, il y a une partie importante de la technique en fait. Et en fait, cette partie en fait esthétique, on va dire, elle a disparu. En fait, elle a évolué, mais elle a disparu vraiment autour de 2007 quand ils ont passé les combats avec des protections électroniques pour pouvoir objectiver en fait. Jusqu'à présent, c'était à l'appréciation de l'arbitrage, mais à un moment donné, ils ont dit voilà, maintenant ça passe en électronique pour qu'il y ait moins de triche et tout ça. Sauf qu'en fait, les combats ont été complètement différents. Du coup, il y avait beaucoup moins de prise de risque, c'était beaucoup moins technique, beaucoup moins de coups de pied au visage, de coups de pied retournés, etc. Et jusqu'à devenir, autour de 2011-2012 et même jusqu'à aujourd'hui, quelque chose de complètement vraiment inintéressant à regarder. Enfin, plus aucune esthétique, quoi. Et, euh, et du coup, avec le temps, en fait, donc moi j'ai fait du taekwondo entre 7 ans et 20 ans, donc sur 13 ans, en fait, il y a eu vraiment pour moi une évolution en fait du style, même de la morphologie des combattants. C'est-à-dire, il fallait toujours avoir un gabarit plus allongé, etc. Donc, du coup, il y avait cette contrainte-là aussi. Euh, et donc, il y avait donc moi, ce qui me pesait beaucoup, c'était cette optimisation de tout, en fait. C'est-à-dire l'optimisation du temps. On était tout le temps en flux continu. Entraînement, récup. La récup, on allait au médical. Du médical, on allait au self. Du self, on allait dormir, etc. Et quand c'était ensuite, on avait les entraînements, enfin l'analyse vidéo. Quand on avait des temps off, sur les temps off, on faisait de l'analyse vidéo, etc. Ensuite, il y avait la préparation mentale pour optimiser le côté psychologique. Ensuite, il y avait la préparation physique qui était des fois même pas adaptée. C'est-à-dire que moi, ma meilleure amie qui faisait moins de 46 kilos, elle faisait les mêmes exercices que moi qui en faisait 60. Euh, et tout était comme ça, plein en fait. Il n'y avait jamais de temps vide. Enfin, de temps vide, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais sauf qu'en fait, même
en essayant comme ça de quadriller tout et en verrouillant tout et en optimisant tout, il y avait toujours ceux qui étaient les rois de l'entraînement, c'est-à-dire les gens qui étaient super forts à l'entraînement, qui avaient des super perfs physiques, techniques et tout ça, mais qui en compétition étaient toujours, ne gagnaient jamais. Et du coup, il y avait toujours et donc il y avait toujours un truc où les entraîneurs me disaient ah, mais je comprends pas parce que il n'arrive pas à perfer en fait, à faire une perf. Il était super fort à l'entraînement, mais il n'y avait jamais rien qui se passait en compète. Donc il y a ça, je pense que c'est comme comme si on prenait pas en compte toute une dimension en fait qui peut pas être forcément quantifiée. Enfin, je sais pas, Miguel. Voilà. Voilà. Mm. Si, non, je pense qu'effectivement, par rapport à ce que tu racontes, mais vous pouvez intervenir aussi, hein, c'est-à-dire si vous... Mais je pense que par rapport à ce dont on a discuté plusieurs fois avec Maëva et que je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que la façon d'effacer les corps, n'est-ce pas, jusqu'au projet post-humaniste, non, qui pense effacer les corps pour des bons. Bon, enfin. Mais pour le moment, la façon d'effacer les corps réside dans ce quadrillage du corps, qui fait, c'est ce qu'on disait avec Maëva avant, hein, c'est-à-dire c'est qu'au fait, si le corps agit, bah, dans un entraînement comme ça, justement, le corps, il est agi par les quadrillages de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a paradoxalement une passivité du corps, n'est-ce pas? Alors, par rapport à ce que tu dis, non, c'est drôle parce que justement hier, donc j'étais du jury d'un HDR sur la performance sportive et effectivement, tous les gars, ils parlaient, mais vraiment, c'est incroyable à quel point, d'un point de vue moléculaire, de la biochimie, le calcul, les molécules d'oxygène qui vont changer les choses à un moment, etc., etc. Et effectivement, ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'est ce que Maëva a dit, qui est que bon, en situation, eh ben, il y a l'entraînement, il y a ces corps-là absolument euh, volés quelque part, hein, ces corps-là qui est dévitalisé par cet entraînement, dévitalisé par rapport justement à ce qui échappe à l'entraînement et que dans les combats, bah, ce n'est pas la même chose. Un tout petit peu, si on peut faire une comparaison, on pourrait dire que par exemple, un joueur comme, vous savez la différence qu'on fait pour ceux qui connaissent le football, moi je ne connais pas, mais je connais au moins, c'est juste ça, non? La différence qu'on dit qu'il existe entre Maradona et Messi, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y en a un qui a une sorte d'entraînement, de jeu clair, etc. Maradona est un pirate, n'est-ce pas? Était un pirate. Et alors, donc, on peut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui a fait de Maradona Maradona, qui est justement tout ce qui échappe à l'entraînement, pas tout ce qui échappe à l'entraînement. Mais ce qui est sûr, c'est que là, l'entraînement de corps, comme ça, les corps idéalisés, les corps donnés en image totale de la victoire, comme ça, de la conquête de la pensée par rapport au corps, qui est l'athlète de haut niveau. C'est drôle quand même, Maëva, non? Dire la championne mondiale, voilà, la championne mondiale. Eh bien, c'est tout laisser de voler la puissance du corps, non? Dans une sorte de quadrillage, non? Des quadrillages permanents. Non? C'est la façon d'évancer le corps. C'est la façon d'évancer le corps. Alors, oui, oui, Maëva. Non, mais par rapport à la façon d'évincer le corps, j'avais pris quelques notes sur le fait que, en fait, comme tout est orienté sur la performance, du coup, notre corps, c'est comme un outil, on va dire. En fait, on n'a pas du tout même si on utilise en permanence notre corps, on l'utilise, c'est-à-dire qu'on ne le connaît pas. Enfin, moi, je me suis rendu compte quand j'ai arrêté, je suis sortie d'équipe de France, qu'en fait, je connaissais pas mon corps, je connaissais les limites de mon corps. Et c'était des limites qui n'étaient plus des limites, puisque par exemple, quand on était blessé, admettons, si on avait le pied gauche cassé, on nous disait, bah, c'est pas grave, tu combats avec le pied droit. Si on avait la hanche, moi à un moment j'ai eu un problème de hanche, bon, bah voilà, on va te faire des infiltrations et comme ça tu tiendras les championnats du monde.
Sauf qu'après, on se retrouve complètement bousillé, en fait. En fait, on n'a plus cette limite qui est une espèce de prévention, en fait, et qu'on repousse, et à un moment donné, ça s'écroule, en fait. Euh, et donc, du coup, il y avait ce truc-là de on utilise notre corps, en fait, on en prend soin, on l'entretient, on machin, comme si c'était un objet extérieur à nous-mêmes. Il y a une espèce de truc comme ça, un peu bizarre, et surtout un corps qu'on a surtout dont on a surtout l'image, en fait. C'est-à-dire que donc, dans le sport de haut niveau, enfin moi de ce que j'ai connu, hein, je parle que de mon expérience et de l'expérience de quelques amis, c'est l'image du corps est vachement importante. Et encore il y a 10 ans, parce que c'était il y a 10 ans que j'ai arrêté, il n'y avait pas encore vraiment les réseaux sociaux autant développés qu'aujourd'hui. C'était utilisé et tout ça, mais le Facebook, Instagram et tout ça, c'est puissance 10 maintenant. Et déjà, à ce moment-là, c'était hyper important. Tout le monde à se regarder le petit détail, voilà. Et tout le temps, toute la journée. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et il y avait aussi un autre truc que je voulais dire aussi, c'était le fait que comme tout est orienté sur la performance, en fait, on est complètement coupé de toutes les autres facettes en fait de nous-mêmes, toute notre vie, notre quotidien, etc. Et vraiment focalisé là-dessus. Et du coup, on avait l'impression en fait de comment dire d'être comme formaté, si bien qu'avec ma meilleure amie par exemple, on faisait notre semaine d'entraînement et le week-end ou les moments off, les vacances, parce qu'on avait 2 semaines par an à peu près, en fait on s'entraînait de notre côté pour faire un peu notre tambouille en fait, nos techniques, travailler nos choses dont on avait envie en fait, et pas que ce soit des choses qui soient imposées, etc. C'était des choses qu'on créait, qu'on inventait en fait, comme ça entre nous deux quoi. Et on s'entraînait, on faisait ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on a gagné toutes les deux Championnats d'Europe, c'était des choses qu'on avait. Enfin, ce qui a fait la différence, c'était ce côté un peu bizarre, un peu atypique en fait qui, qu'on avait travaillé de notre côté et qui n'était pas en fait rattaché à l'entraînement qu'on partageait avec tout le monde. Euh, Après, je voulais dire aussi que il y avait plusieurs fois où j'ai lu des textes disant que en fait le sport de haut niveau ça permettait de faire une émulation, etc. Alors moi je pas du tout. Enfin moi mon vécu c'est pas du tout ça. Mon vécu c'est que en fait il y a énormément de rivalité en fait entre les gens. Donc nous dans les sports à catégorie entre catégories ou dans d'autres disciplines autrement, mais il y a énormément de rivalité, sauf que cette rivalité, cette jalousie, en fait, elle est socialement acceptée parce que c'est au nom de la performance. Parce qu'en fait, les athlètes, il y a un moment, on arrive, on est tous très proches, et ce qui va faire la différence un jour à un moment dans un événement, ça va être en course, je sais pas, moi, ça va être un dixième de seconde. En taekwondo, ça va être un point ou une pénalité, une sortie d'air de combat, etc. Et en fait, ça se joue à rien. Donc, en fait, pour moi, ça montre bien qu'il y a un moment, ce n'est plus comment dire, on n'est plus dans la recherche d'un niveau, d'une qualité, etc. On est vraiment dans la recherche d'être le seul, en fait, celui sur la première marche, le plus fort, etc. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'on est très solitaire, en fait, quand on est athlète, même si on est entouré, même si on est en équipe. En fait, on a très peu de vrais, enfin, de ce que moi je connais, on a très peu de relations, de vraies relations amicales autrement, quoi. Et, euh, et par exemple, on utilise les sparring partners, donc c'est des personnes qui sont là, qui sont
qui sont pas à notre niveau, mais qui ont quand même un super bon niveau. Mais ces personnes-là, elles sont là pour nous aider en fait à nous entraîner pour des compétitions importantes et tout ça. Et quand on parle d'émulation avec ces personnes-là, c'est pas vrai en fait. Ces personnes-là, elles sont vraiment là pour nous aider à être performants, mais à aucun moment elles ont la possibilité en fait d'être considérées comme la personne qui pourrait potentiellement partir sur tel championnat et tout ça. Donc il y a vraiment un truc d'utilisation de l'autre, c'est-à-dire que quand on travaille avec cette personne-là, ben, on sait qu'elle est là pour nous. Enfin, c'est un peu laid à dire hein, comme ça, mais c'est ça. Et du coup, il n'y a pas... Ouais. Excuse-moi, juste un point, non? C'est-à-dire que bon, je pense que certaines et certains parmi vous se rappellent encore les travaux de mon ami Jean-Marie Brom. Je ne sais pas si quelqu'un connaît encore Jean-Marie Brom, qui a travaillé beaucoup sur la critique du sport. Hein. Oui, Laurent se rappelle. Et alors, effectivement, les sportifs d'un niveau, comme ça, au niveau, ces niveaux-là qu'a connu Maëva, hein, sont quand même des personnages d'essai, sont quand même des rats de laboratoire hein, pour socialement, physiologiquement, en tant qu'image identificatoire, n'est-ce pas? Et alors, ce qui est intéressant dans ce que raconte Maëva, et c'est toujours ça qui est intéressant, c'est de pouvoir dialoguer entre les hypothèses qu'on peut avoir et la pratique concrète, l'expérience, n'est-ce pas? Et dans ce que raconte Maëva, ça me semble quand même assez clair, cette fabrication de l'individu, dans tous les sens, dans l'individu par rapport à couper les liens avec les autres, mais l'individu surtout par rapport à que l'individu il est fondé sur une coupure des liens avec soi-même, n'est-ce pas? L'individu du néolibéralisme, l'individu postmoderne, est quelqu'un qui certainement il est réalisé, il est isolé par rapport aux autres, etc. Mais il est surtout coupé de lui-même. Et là, dans ce que raconte Maëva, on voit cette coupure avec soi-même parce que si quelqu'un a commencé à faire parce que ça lui plaisait, parce qu'effectivement, il y avait quelque chose d'une affinité élective avec ce sport-là, bah, tout à coup, la performance qui s'autonomise, n'est-ce pas, qui est la performance du jeune cadre dynamique, la performance du trader, n'est-ce pas, la performance quand même aujourd'hui au boulot, non? La performance en s'autonomisant fait que l'individu coupe avec lui-même parce qu'il coupe avec son affinité. Il n'habite plus la discipline, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'habite plus la discipline parce que l'objectif, il est dévié. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'objectif devient gagner et non plus habiter et développer son affinité élective. C'est là où, effectivement, Jean-Marie Brom, il a toujours eu cette clarté de voir dans les sports de haut niveau cette fabrication non, de ce que Marx, dans le Capital, appelle la cheville ouvrière, non, la base, pardon, excusez-moi, la base du capitalisme qui est l'humain en tant qu'individu. Hein, c'est-à-dire, et c'est ça, la fabrication de cet individu, que comme est-ce que dit Maëva, c'est-à-dire vider de lui-même, parce que vider de ce qu'il a amené même à cette discipline-là. Non? Oui, Maëva. Moi, Maëva, j'avais une question à te poser, du coup, parce que l'idée, c'est vrai que l'idée de discipliner le corps n'est pas une idée nouvelle. Voilà, on pense à des disciplines, je dirais, dans la modernité. L'objectif de la modernité, depuis que la modernité a été de discipliner le corps. L'hypothèse qu'on fait, y compris dans le séminaire, c'est-à-dire avec la post-maternité, effectivement, on passe une étape de plus, où là, c'est plus seulement discipliner le corps, c'est d'une certaine manière disloquer le corps hein, en modules. C'est-à-dire, effectivement, ce que tu évoques comme cette perte de compréhension de ton corps, même au bout d'un moment, cette difficulté à identifier des limites. Hein. Moi, ma question, du coup, c'était de voir aujourd'hui, est-ce que toi, c'était il y a 10 ans déjà, hein, je pense qu'en 10 ans, beaucoup de choses ont évolué, mais est-ce que toi, tu as été confronté au modèle?
c'est-à-dire à cette décomposition du corps en parties élémentaires, en flux de molécules, comme le disait Miguel, c'est-à-dire à cette espèce de destruction totale, je dirais, de ce qui va faire l'unité du corps d'un athlète. Est-ce que toi, tu as été confronté à ces modèles-là? Et est-ce que ton programme d'entraînement était déjà orienté, régi par ces modèles, qui soient informatiques ou qui soient d'autres natures, hein, mais avec ce type de logique de planification? Oui, oui, bien sûr. Bah, par exemple, donc il y avait, par exemple, je sais que régulièrement, quand donc il y a un centre médical à l'INSEP et on allait dans un endroit où, par exemple, il y avait des machines et qui évaluaient, par exemple, notamment la puissance on va dire, je sais pas, réseau musculaire, mais c'est-à-dire que plutôt comment dire, la chaîne postérieure, la chaîne antérieure, etc. Donc c'est vraiment pour diviser, enfin oui, pour séparer en fait les différentes choses. Et par exemple, oui, il y avait, enfin, nous on avait par exemple quand ils segmentaient, c'est-à-dire la muscu, la préparation physique plutôt pour l'endurance, etc. Tout ça, à l'intérieur de ça, tout était segmenté aussi. Et puis, par exemple, en préparation mentale, c'était pareil. Et puis, enfin, en fait, tout était, comment dire, en fait, tout était pris séparément. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un moment où ça se rassemblait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais... Oui, oui, en plus, euh, effectivement, bon, dans ces travaux comme ça, de façon sporadique, je fais avec les biologistes et les entraîneurs, là, voilà, les athlètes de haut niveau. Effectivement, c'est ce que je disais par rapport à l'HDR d'hier, c'est-à-dire que c'est très intéressant. Si parmi vous, il y en a qui veulent faire des recherches là-dessus, j'ai beaucoup de matériel à vous passer parce que aujourd'hui, l'analyse des flux disloqués, non, d'un point de vue, je ne sais pas, la quantité de molécules d'oxygène, tous ces calculs, effectivement, ce sont des ensembles musculaires étudiés séparément, mais on n'est pas à un niveau musculaire, on est à un niveau déjà de la cellule, non, de la cellule musculaire. Et alors, effectivement, comment cette dislocation de la personne est un laboratoire des modes d'écraser le corps par la discipline. Sans parler qu'effectivement, aujourd'hui, dans les sports de niveau, se pose depuis 10 ans la question de l'intégration des prothèses qui ne s'appellent pas des prothèses, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous vous rappelez là, les coureurs qui couraient avec des jambes qui étaient des prothèses. Vous vous rappelez, en Afrique, je crois qu'il était africain du Sud, non? Je ne me souviens pas. Oui, Pistorius? Pistorius, absolument. Et alors, effectivement, il se pose la question de l'augmentation. Alors, effectivement, c'est-à-dire ces surhommes, surfemmes, absolument modèles identificatoires, ils sont un autre travers que moi je considérais assez symptomatique hier parce que, bon, vous savez, dans un jury des HDR, il y a quand même 7, 8 personnalités qui font des recherches depuis Mathusalem. Et j'ai essayé d'expliquer qu'effectivement, les caractères non adaptatifs du vivant, n'est-ce pas? De dire, il y a un problème parce que vous, toute votre force est pour construire un vivant adaptatif, fitness, non? En plus, pour eux, fitness, c'est les salles de sport, non? Et c'était étonnant parce qu'en mettant la meilleure volonté du monde, personne ne comprenait ça, n'est-ce pas? L'idée de qu'un être humain, et un être vivant en général, non? Et un être humain inclus, n'est jamais adaptatif, vous voyez? Et alors, c'est là où on voit, et alors Maëva, tout à l'heure, elle faisait référence à quelque chose qui était très intéressant, très drôle, mais à la fois assez central, non? C'est-à-dire, ces couplages qui existent, non, Maëva nous racontait, ces couplages qui existent entre l'athlète de haut niveau qui est en train de faire son exploit, etc., et le public assis devant la télé en train de bouffer des chips, non? Et effectivement, c'est un couplage, vous comprenez, c'est un couplage parce que ce sont les deux modes complémentaires de dévitalisation des corps. Vous comprenez, c'est les deux modes
comment d'éloigner les gens de sa puissance d'agir. C'est-à-dire que toi, je ne sais pas si tu voulais faire part là, de ce que tu avais dit par rapport à Spinoza et que ça te faisait écho par... Ah oui. Du coup, c'est une source d'augmentation de puissance du corps et de l'esprit, donc une joie. La joie n'est pas directement mauvaise, mais bonne. Et après, donc, dans un autre... Tu as commencé peut-être la citation à la virgule. Non, non, c'était la volonté de réaliser des performances, de désirer se dépasser, dépasser les autres dans ce domaine n'est pas en soi directement mauvaise. C'est une source d'augmentation de puissance du corps et de l'esprit, donc une joie, qui n'est jamais directement mauvaise. Et, et après, alors attends, aucune chose ne peut nous être mauvaise parce qu'elle a de commun avec notre nature, mais en tant qu'elle nous est mauvaise, elle est contraire à notre nature. Donc les joies en général nous permettent de former des notions communes et donc d'avoir des idées adéquates. Et, et ensuite, encore faut-il que ces joies soient variées pour pouvoir former des notions communes. Il est nécessaire de multiplier les expériences et donc de rendre notre corps apte à être affecté et affecter les autres corps de multiples façons, tout en préservant son équilibre. Et ensuite, et plus le corps acquiert ces aptitudes, plus l'esprit est rendu apte à percevoir. Oui, que c'était ce que tu disais que apparemment ça pouvait poser problème par rapport à la question d'être apte, un corps apte. Non? Or, effectivement, là, ce que dit Spinoza, c'est effectivement, bon, très bien, un corps qui acquiert des aptitudes, qui apprend à faire des choses, qui devient performant dans le sens, tu vois, on est en 1650, non? Performance, on était loin des championnats du monde de taekwondo. Non? Et alors, donc, effectivement, ce qu'il va dire Spinoza, là, c'est ces corps-là qui devient performant, qui peut faire des choses qu'avant il ne pouvait pas faire, eh bien là on parle d'une autre performance, n'est-ce pas, d'une performance opposée à celle dont tu témoignes, tu vois, parce qu'effectivement là, ce que Spinoza va dire, c'est effectivement, on ne sait pas ce qu'un corps peut, mais ce qui pourra ces corps, il le pourra par rapport à sa constitution, à sa nature, c'est-à-dire par rapport à son faisceau d'affinités électives. C'est qui vraiment l'accroche à la vie, n'est-ce pas, et à la puissance d'agir, et qui est commune en plus. C'est les communs, c'est-à-dire que c'est tout l'opposé, n'est-ce pas, de ce que toi, à un moment donné, on a essayé de faire incarner, qui est un modèle social, un modèle d'être humain, non? Et c'est tout le contraire d'effectivement ce dont tu témoignes, non? Qui est casser le commun. Et il faut encore pas seulement casser les communs par rapport à la rivalité avec l'autre, mais casser les communs avec soi-même, n'est-ce pas? Parce que c'est casser les communs avec soi-même dans le sens auquel une performance faite comme on le fait aujourd'hui, fitness, eh bien, cette performance fitness va contre la nature du corps, n'est-ce pas? Va contre cette nature du corps parce que cette nature du corps, comme dit Spinoza, il est surtout varié. N'est-ce pas? Il n'y a pas un sens unique, une dimension unique. Non? Alors, c'est ça qui va nous permettre, là, tout à l'heure, de continuer par rapport à la question du sens commun et le corps. Non? Mais ça me semble important de voir cette différence. Non? Comment ça peut glisser de l'un à l'autre. Non? C'est-à-dire cette idée de se dépasser, faire des performances. On pourrait même peut-être faire, et je l'ai entendu dans plus d'une réunion comme ça publique dans les milieux là de la haute performance sportive, des gens qui vont citer comme ça un peu Spinoza en disant on ne sait pas ce qu'un corps peut. Mais leur idée c'est on ne sait pas ce qu'un corps peut dans le sens comment on peut les maîtriser, les coloniser, les disloquer et les rendre performants dans une performance qui fait que cette action-là de l'athlète de haut niveau s'oppose à l'agir du corps, n'est-ce pas? Diminue l'agir du corps. Hein? C'est-à-dire que c'est un tout petit peu comme quand on dit, là on prend agir dans le sens occidental, hein? Alors, dans le sens de Spinoza. Alors, effectivement, quand on dit un trader
un trader, quelqu'un qui s'élève à 5 heures du matin, qui ne dort pas, qui est tout le temps en train de travailler. Eh bien, si on pense comme ça, on évoque l'éloge à la paresse, n'est-ce pas? Eh bien, on peut dire que les paresseux qui élogeait les gendres de Marx, non? Eh bien, ces paresseux-là, il est beaucoup plus, hein, les paresseux de la Fargue, il est beaucoup plus dans l'agir que les traders, par exemple, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, c'est-à-dire, cet agir-là, il peut être, et il est interdit par cette action aliénée, cette action hors de soi. Alors, oui, il existe. Excuse-moi, Miguel, il y a 2 demandes de parole et il y a un commentaire. Alors, je commence par la première demande de parole de Eddy. Eddy, tu peux allumer ton micro. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Bonsoir. Oui. Bonjour, du coup, c'est une question de Marine. C'est pour Maëva un peu, mais peut-être Miguel aussi. C'est sur... J'essaie de comprendre cette question d'automisation du corps et par où ça passe et quels sont les mécanismes qui sont en œuvre. Et tu as parlé d'esthétique à un moment, Maëva, où tu as dit qu'il y a eu un shift dans le taekwondo, où ça a perdu son esthétique. Pourquoi est-ce que je pense que l'esthétique, du coup, permet justement de ne pas aller dans cette autonomisation. Et voilà, je ne sais pas si je pouvais plus parler un peu de ce rapport-là. Ça m'a un peu fait penser tout ce qui est question d'arts martiaux, de faire un art, la technique. Désolé, on vous entend très mal. Alors, la question d'Eddie est, moi je crois avoir compris, tu me dis, Eddie. C'est Marine, je crois. C'est Marine qui parle. Oui. Ouais, je sais pas. Alors, la question est... Est-ce que vous m'entendez ou pas? Comment? Non, il va pas y avoir un bon... Le réseau ne passe pas très bien. Mais on a compris la question. Tu me fais signe si c'est bien. J'ai dit à Maëva la question, j'aurais dit d'accord, tu me fais signe si j'ai bien compris. Alors, toi, tu as parlé à un moment donné de qu'à partir d'un certain moment d'entraînement, de performance, tu perdais l'esthétique de taekwondo. Et que, donc, la question est par rapport à qu'est-ce que tu mettais derrière cette idée d'esthétique et en quoi cette idée de perte de l'esthétique a impliqué une autonomisation de la performance par rapport à la discipline. C'est bien ça la question? Grosso modo, ça va? Oui. Oui, vas-y. Alors, qui répond? Maëva? Maëva. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, comment dire, on a un panel technique dans une discipline, on a un panel je sais pas moi, de stratégie. Après, il y a plein de choses à inventer, une manière de gérer l'espace de l'ère de combat, une manière de gérer, je sais pas, le corps à corps, l'anti-jeu. Enfin, voilà, il y a énormément de choses différentes. Et ça a été réduit à peau de chagrin, notamment le côté technique, c'est-à-dire le geste en lui-même, la variété des coups de pied en taekwondo, c'est quand même un sport qui est assez beau normalement, qui est assez technique, malgré le fait que ça aille au chaos, ça peut rester très technique en fait. Et ça, en fait, ça a disparu, enfin ça n'a pas disparu, mais ça s'est vraiment réduit avec l'électronique. Parce que pour marquer avec l'électronique, il fallait une manière de donner des coups très très particulière qui n'avait rien à voir avec le taekwondo de base. Donc on se retrouvait avec 2, 3 techniques qui n'étaient à la base pas du tout utilisées et puis c'est tout.
et des coups de poing. Et vraiment, ça a vraiment complètement changé le style de combat. C'est-à-dire, moi, après, j'ai même plus regardé parce que ça m'a dégoûté, quoi. Et en fait, c'était vraiment un truc, en plus, hyper défensif, beaucoup de jambes avant. Enfin, après, quand on connaît pas la discipline, c'est un peu difficile d'en parler comme ça parce que forcément, ça vous parle pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a Je peux me complètement. permettre, Marine s'appelle la fille. Je ne suis pas sûr. Comment Oui. c'est marqué Eddie, mais c'est bon. Sinon, si je peux me permettre, non, ce que moi je vois dans ce que tu dis lié à la question, non, et que ce qui est perdu là-dedans, que tu nommais esthétique, c'est drôle parce que moi je dirais ce qui est perdu, c'est les côtés barbares, tu vois, les côtés barbares, parce que bon, tu vois, toi, tu dis avec un romanticisme profond qu'on ne pouvait plus donner des coups de pied à la figure, par exemple, et que tu l'as regretté. Et alors, donc, moi, je trouve qu'effectivement, si tu veux, c'est là où les corps renvoient à ça. Tu vois, c'est comme ça que j'interprète ce que toi tu dis. C'est-à-dire que les corps renvoient à ça. Les corps renvoient tout à coup des coups qui sont peut-être des sales coups, des coups, un côté même barbare, un côté opaque, un côté. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que j'interprète cette domestication, tu vois, dans le sens que ce que la technique va domestiquer n'est pas forcément quelque chose de toujours beau et doux et amoureux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la technique, ce qu'elle va domestiquer, c'est tout ce qui renvoie au corps. Et il ne faut pas non plus idéaliser en disant ce qui est domestiqué, c'est dont l'efficacité s'éloigne, était forcément beau ou bon, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça un peu que j'interprète l'expérience qu'il raconte Maëva, mais je ne sais pas si tu peux réintervenir, voir si... Alors, attends, parce qu'il y a plusieurs questions, donc elle pourra répondre après en fonction des questions. Je vais déjà lire un commentaire de Claire Bruggia-Mosca, donc qui dit, en comparant le mec qui faisait des super perfs en entraînement et toi pas forcément, et finalement ton sacre de champion du monde, ce n'était finalement pas une meilleure connaissance ou approche ou connexion avec ton corps qui vous a différencié. C'était en ça que je parlais également de la passivité de l'émotion corporelle du coup, de l'un, contrairement à ton émotion corporelle à toi, Maëva. Donc ça, c'est le commentaire. Et ensuite, il y a Nadine Roll aussi qui a demandé la parole. Alors, est-ce qu'elle veut répondre d'abord, Maëva, ou écouter Nadine? Maëva? Bah, comme vous voulez, je sais pas. Bah, Non, mais pour Claire, bah après Miguel et Bastien, je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport à ce que dit Claire, euh, moi, ce dont je voulais parler, c'était que des personnes qui techniquement, physiquement, étaient ultra performantes, en fait, perdaient tous leurs moyens en compétition. Donc, je pense que quand Claire parle des émotions, après, je sais pas à quel niveau ça se joue, mais en tous les cas, dans un contexte très particulier, avec après la question de la représentation, d'être donc parce qu'en compétition, il y a énormément de gens, il y a énormément de pression, enfin, il y a les autres athlètes, il y a plein de choses qui se jouent aussi à ce moment-là. Ben il y a quelque chose qui ne tenait pas en fait. C'était pas possible de reproduire un peu le côté expérimental de l'entraînement en quelque chose. Tout à l'heure, tu parlais d'expérience et d'expérimentation. Oui. Il y avait un passage là qui se faisait pas. C'était Quand tu dis ça, je pense à, bon, tu connais Robert Hart, non? Voilà, l'écrivain argentin, qui est un très très grand écrivain, c'est un peu à niveau de Borges, mais la grande différence avec Borges, c'est que Hart est quelqu'un qui est sale, non? Que par exemple, c'est très drôle parce qu'il n'a jamais appris, il dit ses commentateurs, qu'il n'a jamais su où on doit mettre une virgule, n'est-ce pas? Et lui-même, il dit, je n'ai jamais appris
l'orthographe ni la syntaxe, non? Et il y a un côté, je vous conseille de lire, c'est un bouquin que m'a apporté Maëva de l'Argentine la dernière fois, que j'avais lu il y a très longtemps, mais je l'ai relu à la lumière de ce qu'on travaille sur le sens commun, qui s'appelle Les Sept Fous. Il existe en français, bon, je ne sais pas ce que ça donne en français, mais dans tous les cas, ça vaut la peine. C'est un bouquin qui véhicule toute cette sauvagerie, n'est-ce pas, cette sauvagerie. Alors, imaginez-vous si on avait pris le jeune Roberto Hart et on l'avait obligé à bien écrire, sans faute d'orthographe, je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est un tout petit peu la base, le b.a.-ba de que toute mise en forme est une mise en norme, n'est-ce pas? Et cette mise en forme norme, eh bien, effectivement, signifie une aliénation vers la norme. Et cette aliénation comme séparation de ces côtés flous, obscurs du corps, n'est-ce pas? Des corps et des affinités. Alors, effectivement, je pense que c'est pour ça que ces jeunes qui étaient hyper performantes dans la mise en forme, mise en norme, au moment du combat, les combats, c'est autre chose. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un tout petit peu même comme les combats militaires. Hein. La vérité, c'est que dans les combats militaires, nous, on s'entraînait, on faisait tout l'entraînement qu'on pouvait, etc., etc. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas la copine ou les copains qui étaient les plus sportifs, qui tiraient les mieux, je ne sais pas quoi, dans l'entraînement, qui au combat allaient être les plus performants. N'est-ce pas? Les plus performants au combat avaient à voir avec une tas d'autres choses qui tiennent à voir avec cette opacité de la complexité, n'est-ce pas? Et qui ne sont pas immédiatement traductibles, non? On ne peut pas les traduire. Moi, je les vois de ces côtés-là, et comme là, quand on va continuer la deuxième partie du séminaire, c'est effectivement de ces côtés-là, des côtés du sens commun proche du corps. Hein? Et c'est pour ça que je sais que j'ai raconté l'anecdote, pas juste pour être bossine, comme on dit, mais l'anecdote de quand tu descends, non, et que tu dis la Marseillaise, c'est un chant de fachos. Parce que là, du coup, c'est hors tout entraînement. Non? Là, tout à coup, c'est Barthélemy. Donc, il ne sait pas pourquoi elle est dit. C'est-à-dire que moi, je trouve très intéressant, si vraiment ça vous intéresse, un jour, on pourrait inviter un de ces entraîneurs biologistes avec lesquels je travaille. Je travaille tout le temps en contradiction avec eux, mais ils continuent à m'inviter, non? Et qui vous explique absolument cette forme comme ça de mise en norme, non? Et à quel point est un écrasement, mais un écrasement qui est de plus en plus fin, n'est-ce pas, du corps. Et alors, c'est quand même étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant parce que c'est là où je pensais à Roberto Hart, parce que, voilà, un des plus grands écrivains argentins de l'Amérique latine, tout à coup, sera quelqu'un qui ne sait pas écrire sans faute d'orthographe, ne sait pas où mettre une virgule. Et si jamais on l'avait mis dans la sorte de passoire, vous voyez, le passoire qui est la mise en norme, eh bien, c'est sûr, mais à pas douter que ce qui aurait resté du côté du passoire, ce qui n'aurait pas passé, c'était les génies. N'est-ce pas? C'était les génies. C'est-à-dire que c'est là où il y a notre monde, vous voyez, quand on parle de l'élimination de la biodiversité, mais la diversité culturelle, mais la diversité des corps. Pour les plus jeunes, vous devrez regarder par exemple des films d'il y a 50 ans, par exemple, et regardez une chose, regardez la diversité des corps, des morphologies des corps qui se baladaient dans la rue, n'est-ce pas? Regardez, c'est-à-dire qu'on ne voit plus. Essayez de vous rappeler quand est-ce que vous avez croisé un trisomique dans la rue dernièrement. Quand est-ce que vous avez croisé un mec sans jambes dans la rue? Quand est-ce que vous avez croisé un obèse ou une obèse? Vous voyez? Eh bien, c'est-à-dire, il y a un tel formatage des corps que vraiment, tout ça, d'une part, on ne les voit plus. Quand on les voit, on ne voit plus un être humain. On voit un obèse. Aux États-Unis, on voit des obèses partout. Oui, mais on ne voit plus un être humain. On voit un malade, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a cette sorte de filtrage dans lequel ce qui ne passe pas, c'est
c'est où on va en venir. Il ne s'agit pas d'idéaliser, il ne s'agit pas de dire ah, l'obésité, oh, les coups de pied à la gueule que met Maëva. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les collectifs, on l'a mis dans les groupes d'autodéfense du collectif. Malgré tout, c'est Maëva qui s'en occupe, mais parce qu'il donne des coups de pied à la gueule. Ce n'est pas que les coups de pied à la gueule, on aime tous, n'est-ce pas? Mais simplement, la question, c'est sans idéaliser ce qui ne passe pas les filtres de l'entraînement, n'est-ce pas, de la discipline, ce qui ne passe pas le filtre, il ne faut pas l'idéaliser. Mais en revanche, il faut comprendre que dans ces filtrages-là, il y a la perte de toute substance, n'est-ce pas? C'est là où il y a quelque chose qui reste absolument de l'autre côté. Vous imaginez à quel point ça va vite, la normalisation de la perception, qu'aujourd'hui, quand on voit un gars qui fume chez lui, on est choqué, n'est-ce pas? On commence déjà à être choqué de voir quelqu'un qui fume seulement. Mais quelqu'un qui fume chez lui, on est choqué. Et alors, on a plein de bonnes raisons, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a plein de bonnes raisons. C'est là où il y a cette dynamique un peu merdique, cette dialectique entre la pensée critique et le sens commun, n'est-ce pas? Bien sûr que la pensée critique, il a 10 000 raisons pour considérer comme très mal les coups de pied à la gueule, très mal fumer, très mal être obèse, bien entendu. Et il y a plein de raisons. Et c'est là où on va passer des côtés Barthelby, vous voyez, dans les je préfère ne pas, qui ne s'expriment pas dans une raison. Parce que la pensée critique agit comme le filtre, justement, qui fait que tout ce que le corps vit et fait l'expérience, n'est-ce pas, ne passe pas du côté de l'expérimentation rationnelle. Ça ne veut pas dire que la pensée critique ne peut pas accompagner la puissance d'agir du corps. Simplement, on parle de cette pathologie de la pensée critique, n'est-ce pas, de vouloir discipliner, éliminer ou entraîner le corps, non? Et il y avait une autre intervention. Oui, une demande de parole de Nadine Roll. À vous, Nadine. Oui. Il a le micro coupé, peut-être. Nadine, votre micro est coupé. Vous pouvez le rallumer? Vous cliquez en bas à gauche, activez le micro. Bon, attendez, je vais voir si je peux vous le... Bon, ça y est. J'y suis. Bonsoir. C'était par rapport à Maëva. Je voulais te demander, tu décris un moment, une situation que j'ai trouvée très intéressante, c'est le moment où tu t'échappes finalement des entraînements et de la rigidité de tout ce qu'on te propose et où tu vas faire des mouvements avec ta copine et tu dis finalement quand on gagne, c'est plutôt grâce à ces moments-là, à ces instants-là, où on retrouve une puissance créatrice du corps qui est vraiment notre propre corps. Et moi, ça m'a renvoyé au début du séminaire à cet imaginaire subversif. C'est-à-dire que j'ai l'impression que finalement, le moment où tu arrives à te libérer de l'emprise de tout ce qu'on te demande, c'est le moment où tu arrives à dégager quelque chose de créatif et une puissance qui tout d'un coup te permet de gagner. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ou tout le monde d'ailleurs. Oui, complètement. D'ailleurs, c'était aussi pour ça qu'on avait été recrutés avec ma meilleure amie parce qu'on avait un style très particulier et qui du coup pouvait être très gênant, ça surprend l'adversaire, on n'était pas au niveau de notre garde, au niveau des techniques et tout qu'on utilisait. Et du coup, petit à petit, on se rendait compte qu'on se mettait quand on faisait des analyses vidéo et tout ça, enfin même nos parents qui nous avaient vus combattre depuis toujours ou nos entraîneurs de club qui nous connaissaient depuis toujours nous disaient enfin on vous voit plus, on vous reconnaît pas en fait dans votre style de combat. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est mis à faire ça. Merci. Alors là, j'ai un commentaire de D. Benoît 1. Est-ce que ce sens commun dont Miguel va traiter ne renverrait-il pas directement au paradoxe qu'avait formulé dans les années 60 l'épistémologue
l'épistémologue, c'est bien ça, et économiste hongrois, Michael Polanyi. Polanyi. Nous en savons plus que ce que nous pouvons exprimer. Alors, attendez, parce que... attends, laisse-moi finir. Par suite, le bon sens, les savoirs tacites ne peuvent être inculqués à la machine dans la mesure où si nous excellons intuitivement dans certaines tâches, habilités, savoir-faire, pratiques liées à l'expérience personnelle, nous sommes incapables d'en expliquer de manière rigoureuse, formelle, la réalisation. Il apparaît par suite impossible de programmer un ordinateur pour réaliser ce type d'activité et a fortiori programmer un ou une athlète de haut niveau pour la performance. Est-ce qu'un athlète qui réussit, pour réussir justement, ne doit-il pas se dégager autant que possible de trop de techniques? Voilà, c'est tout. Ouais, non, c'est un commentaire, j'entends bien. Effectivement, Polanyi, il évoque une sorte d'économie qui échappe à tout comptable, à tout profit. C'est-à-dire, existe chez Polanyi quelque chose qui évoque un tout petit peu la négativité sacrificielle, donc des processus complexes qui ne sont pas tous des, entre guillemets, profits, de valoriser les profits. Juste là, il faudrait comprendre pour avancer dans ce qu'on est en train d'aborder du sens commun petit à petit de façon spiralaire. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que, voilà, que là, les copains, là, les biologistes, entraîneurs de haut niveau, ils ne comprenaient quand moi je disais, mais il faut comprendre que le vivant n'est pas adaptatif. Alors, par adaptatif, nous, on peut comprendre justement tous ces comportements que la pensée critique, la pensée rationnelle, va essayer de mettre en avant à juste titre, de façon, on ne peut pas nier, c'est-à-dire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est absolument sûr qu'il vaut mieux ne pas fumer que fumer. Il vaut mieux, absolument sûr, c'est sûr qu'il vaut mieux faire la gym tous les jours, qu'il vaut mieux manger comme ci ou comme ça, qu'il vaut mieux, vous voyez, c'est-à-dire que la pensée critique, effectivement, va se développer dans le sens adaptatif, vous comprenez? Et effectivement, ce qui échappe à la pensée adaptative, c'est quoi? Ce qui échappe à la pensée adaptative, c'est toute la négativité que le sens commun, donc le champ de l'expérience, peut incorporer. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est là où c'est très compliqué la contestation actuelle dans cet hyper-rationalisme machinique, n'est-ce pas? Parce que c'est que, pour reprendre la dernière, les commentaires, non? Autour de Polanyi et la machine performante. Mais bien entendu, c'est impossible de programmer une machine pour qu'elle dysfonctionne, n'est-ce pas? Or, le vivant, il est fondé sur une série de failles qui caractérisent la singularité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est parce que ça faille, c'est parce que ça loupe, n'est-ce pas, qu'il est vivant. En tant que, dans cette assimilation à la machine, c'est-à-dire, il faut bien voir, c'est-à-dire, pour la faire courte, c'est-à-dire, l'athlète idéal pour la performance des entraîneurs et des biologistes qui travaillent là-dedans, l'athlète idéal, c'est l'athlète pure machine. Et comme elle dit Maëva, mais ils ne comprennent pas, mais pourquoi est-ce que les bordéliques, ils gagnent et les autres non? Et il manque ça. Et ils sont convaincus que c'est triste, comme ces petits trucs qui les manquent, n'est-ce pas? Ils vont pouvoir les programmer. Ces petits trucs qui les manquent, c'est ni plus ni moins l'effet de que le vivant, parce que vivant, il est fondé sur une série de failles, donc qui incorporent une négativité que dans les cas, là, dans l'exemple des sports de haut niveau, c'est ce qui va les permettre à la personne, ou dans le sens de la littérature avec Roberto Hart, ou des écrivains comme Jean Genet, les écrivains sales, vous voyez, sales. Eh bien, justement, ce qui va les donner la puissance à ces écrivains sales, j'ai donné l'exemple de Hart, surtout parce que c'est drôle, parce que c'est quelqu'un qui ne savait pas écrire, quoi. Hein? Eh bien, ce n'est pas savoir écrire
c'est ce qui donnait la puissance à son écriture, n'est-ce pas? Si il s'est donné comme objectif savoir écrire, n'est-ce pas, dans un certain stylisme comme ça, à chaque fois plus dominant, bah, c'était perdu. Or, dans cet idéal machinique, bah, effectivement, la machine ne peut être programmée aussi complexe soit-elle. C'est vrai que la machine, nous pouvons dire qu'il existe une différence de base entre la machine et le vivant que nous pouvons identifier par le fait que dans les machines, on part des éléments simples pour arriver à des fonctionnements complexes. En tant que le vivant, il est complexe d'emblée, n'est-ce pas? Il n'y a pas un niveau du vivant dans lequel on soit dans le simple, n'est-ce pas? Le vivant est d'emblée dans la complexité. Eh bien, mais même si la machine peut évoluer de façon bottom-up vers des niveaux de complexité, et de fait, elle le fait, même dans ces niveaux-là de complexité, la faille est une défaillance, n'est-ce pas? En tant que chez les vivants, eh bien, cette faille-là, c'est ce qui encore les réunit avec sa puissance d'agir, n'est-ce pas? Et c'est là où on voit l'idéal machinique avancer, c'est-à-dire qu'avant que les cauchemars des crétins comme Laurent Alexandre arrivent, c'est-à-dire un monde dans lequel les vivants soient immortels et qui fonctionnent sur des algorithmes seulement, je sais pas quoi. Avant de donc éliminer les corps, ce qui déjà est à l'œuvre, c'est par la discipline et la normalisation, mise en norme, mise en forme des corps, eh bien, ces corps-là sont de moins en moins existants. Non? Cette capture de l'ensemble, c'est un tout petit peu ce qui se passe dans le boulot. Non? Ouais. Enfin, il faut peut-être se méfier un peu des analogies trop rapides, mais moi, ce que j'entends de l'exposé que fait Maëva, effectivement, on peut quand même faire des parallèles avec ce à quoi on assiste, et ce n'est pas nouveau dans le monde du travail, c'est-à-dire éclairer, dévoiler l'opacité des corps. C'est même un peu toute l'histoire des modèles d'organisation du travail depuis toujours. Hein, déplier les corps de l'ouvrier, c'est-à-dire effectivement faire en sorte d'extraire le savoir que les collectifs d'ouvriers étaient capables d'entretenir autour d'une machine, autour des petits trucs qui faisaient effectivement qu'on allait atteindre, qu'on allait maintenir, je dirais, des bonnes conditions de travail, qu'on allait pouvoir faire tourner la machine sans difficulté. Ça a toujours été l'objectif de contrôler les corps par des notions comme l'ergonomie, hein, de déplier effectivement les corps pour extraire ce savoir-là. Et aujourd'hui, bon, encore une fois, ça serait quelque chose à regarder de plus près, mais ce qu'évoque Maëva, c'est aujourd'hui, on aurait l'impression finalement qu'on aurait depuis longtemps quitté un peu le taylorisme, mais quand vous regardez ce qui se passe avec les nouveaux modes d'organisation du travail, effectivement, ça pourrait donner l'impression qu'on laisse une nouvelle liberté, mais d'une certaine manière, il y a ce discours qu'on entend beaucoup, ce discours du néo-management autour de l'épanouissement personnel, autour du fait qu'on peut aller travailler n'importe où on veut. Alors, ça, quand on regarde vraiment, on prend le temps de regarder un peu, si on prend ne serait-ce que l'open space, hein, si vous prenez l'open space, où on fait tomber les barrières, où c'est le règne de la transparence, on est encore dans cette vision quand même très taylorisme du contrôle du travail, qui en plus, d'une certaine manière, passe dans une logique de panoptique, hein, puisque dans l'open space, tout le monde se contrôle. Tout le monde se contrôle et les corps, en réalité, dans un open space, regardez comment ça se passe, les corps sont sous contrôle, ou en tout cas sont dans presque une exigence d'autocontrôle. Ce qu'évoquait Maëva autour de la maîtrise de l'image de soi, hein, c'est-à-dire cette esthétisation de soi. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise est complètement dans ce storytelling, où effectivement on fait du travail une activité intransitive. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus pour gagner sa vie, on ne travaille plus pour élever ses gosses. D'une certaine manière, il y a une sorte d'autonomisation du travail. On travaille pour le travail, à travers cette esthétisation du travail, que le travail est pour le travailleur, indépendamment de la finalité. Et si vous avez l'occasion, regardez bien. Alors, évidemment, on a de tendance. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, le monde du travail intégralement est passé dans ces logiques-là. Mais regardez aujourd'hui les nouveaux environnements de travail, les nouveaux bureaux. On est à des niveaux de storytelling et à un niveau d'infantilisation du travail. Avec Maëva, on en parlait un petit peu aussi en préparant le séminaire, c'est-à-dire cette logique-là d'infantilisation
à l'œuvre auprès de certains athlètes de haut niveau. Mais quand vous regardez les nouveaux aménagements de travail avec les baby-foot, les toboggans, mais ça encore, c'est, je dirais, la partie la plus naturelle, ça va beaucoup plus loin. Bah, finalement, ce qu'on demande, c'est qu'on ne s'adresse plus aux travailleurs, on s'adresse à l'individu. On s'adresse à l'individu dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on lui demande non seulement de mobiliser ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent les hard skills, c'est-à-dire les connaissances d'un métier, des compétences techniques, des compétences cognitives, mais on lui demande aussi d'utiliser tout ce qu'on va appeler le savoir-être, les soft skills, c'est-à-dire des éléments de la personnalité, comme la curiosité, l'empathie, la bienveillance, etc. D'un seul coup, le contrôle devient total. Le contrôle devient total. Alors, il faudrait regarder un peu plus avant, mais effectivement, aujourd'hui de libération de travail qu'on nous fait croire qu'on peut être en télétravail. Alors évidemment, en plus, les outils digitaux permettent aujourd'hui des contrôles qui vont de plus en plus loin, y compris lorsqu'on n'est physiquement pas présent. Et sous terme de libération, d'émancipation, en réalité, j'ai l'impression qu'on est dans un terrorisme qui ne dit pas son nom, et dans un contrôle et une mise en forme des corps qui est sans doute, qui de ce point de vue-là n'a pas changé en termes d'objectifs depuis pas mal d'années. Alors, j'ai une nouvelle demande de prise de parole de Marie-Laure Cadar. Marie-Laure, si vous voulez allumer votre micro. Bonsoir Marie-Laure. Salut Miguel. Oui, en fait, c'est une petite remarque pour Miguel parce que tu emploies le mot pensée critique et tout à l'heure, tu as dit pensée rationnelle. Je préférais entendre pensée rationnelle parce que pensée critique, il y a derrière tout l'esprit critique, enfin, qui pour moi est quelque chose d'important, hein, avec le doute, avec la réflexion personnelle, la recherche de preuves, de pouvoir mettre en débat différentes pensées, etc. Et je pense que dans tout ce que tu as dit depuis le début, moi je l'entends plus comme pensée rationnelle. Tu l'as dit à un moment donné, plutôt que pensée critique. Autrement, j'ai peur que ça fasse confusion. Parce que la pensée critique, c'est aussi l'esprit critique et c'est pour moi quelque chose à valoriser, enfin je pense pour toi aussi, et c'est pas du tout contre le sens commun, puisque ça va intégrer aussi le sens commun sur une pensée. Voilà, c'est tout ce que je voulais aborder là. Si tu veux, tu as raison, là tu touches un point qui est un point délicat parce que avec Bastien, on vient de finir justement un bouquin sur les sens communs, non? Et quand il fallait dire l'autre des sens communs, c'est-à-dire on dit la pensée critique. Pourquoi on dit la pensée critique? Dans le sens où la pensée rationnelle n'est pas forcément rationaliste, tu vois, c'est-à-dire que pour nous, le rationalisme est la maladie, non? Et la maladie de la raison. C'est cette utilisation déraisonnable de la raison, non? On peut dire par exemple que quand on lit, je sais pas, des textes de sagesse comme les Tao Te Ching, qui effectivement sont des textes qui s'attaquent directement au trop de pensées, n'est-ce pas? C'est-à-dire sont comme des textes qui sont comme très 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 près d'un vécu, d'une expérience. Et pourtant, c'est de la pensée rationnelle, sauf la pensée rationnelle bien utilisée. Alors, je ne critiquerai pas la pensée rationnelle, n'est-ce pas? Et donc, on a dit pensée critique dans le sens plus originaire de mot critique, qui est cette prise de distance que tu évoques, mais qui n'est pas toujours une prise de distance dans le sens que tu l'évoques, qui est la prise de distance par rapport à la séparation. Alors, ce n'est pas une question, moi tu me connais, je suis assez bordélique et pirate comme pour ne jamais faire une question de mots, c'est-à-dire les modèles biologiques sur lesquels j'ai travaillé pendant 20 ans, je l'appelais mamotreto, que ça veut dire concrètement n'importe quoi. Et alors, je ne fais pas une affaire comme ça importante, simplement, on utilise la critique dans ce sens-là, tu vois, pour dire cette pensée avec une auto-exigence, des cohérences, des logiques, et qui échappe y compris à la raison, qui échappe à la raison parce que c'est une pensée, c'est une utilisation déraisonnable, non, de la raison.
Mais je ne ferai pas une affaire des mots. Par rapport au fond, je suis tout à fait d'accord avec toi. Simplement, il fallait qu'on fixe des trucs pour les mettre, non? Oui. Non, oui, on a pris le terme de critique au sens de son étymologie grecque, comme le disait Miguel, qui veut dire séparer, trier, et par la suite a pris aussi le sens de juger. Voilà. Donc c'est vrai que là, pour une fois, on fait dans l'académisme le plus dur, en prenant effectivement le sens de critique au sens de son étymologie. Non, parce qu'après, on l'a traduit en français, les livres, mais quand nous travaillons en grec ancien, voilà. Pour être plus proche. Oui, il y avait quelqu'un. Maïva, tu voulais ajouter quelque chose? Ton micro, Maïva. Ton micro, Maïva. Maïva. Oui, pardon. Non, pas spécialement, non. Je pense que ça va. Bien. Bah, vous pouvez reprendre la main, Miguel et Bastien, parce que je n'ai pas d'autres demandes pour l'instant. D'accord. Très bien. Alors, on disait effectivement, ceci va dans le sens de ces savoirs du corps. Et la question qu'on s'est posée, sur laquelle on était resté le séminaire du mois dernier, c'était par rapport à ces savoirs du corps. On avait évoqué Barthelby, je ne sais pas si vous êtes allé les lire, si vous l'avez déjà lu, relire, mais c'est un petit bouquin magnifique de Melville, Barthelby. Alors bon, vous savez, c'est Barthelby l'escrive qui dit « Je préfère ne pas à chaque fois que son patron lui demande de faire quelque chose ». Et il ne dit jamais pourquoi il préfère ne pas, parce qu'il n'y a pas de pourquoi, il préfère ne pas. C'est-à-dire que Barthelby, on comprend à la fin du petit livre, qui a vécu des choses très dures et qui l'ont beaucoup déçu par rapport à la vie, aux humains, etc. Choses très dures, des choses que pour lui, ça l'avait beaucoup choqué, non? Et qu'à partir de là, il préfère ne pas. C'était un tas de conneries du quotidien, un tas de conneries de ce qu'il fait à la gestion de la vie et surtout de son bureau où il travaille, qu'il préfère ne pas. Et alors, on disait que je préfère ne pas, c'est ce qu'aujourd'hui n'a plus le droit de citer. Vous vous rappelez, on disait que quand quelqu'un conteste aujourd'hui, immédiatement, n'est-ce pas, il est pris comme c'est Robert Hart imaginaire, auquel on aurait dit si tu veux écrire, d'abord tu apprends la syntaxe, l'orthographe, où on met les virgules et les points-virgules. Et une fois qu'on dit ça, effectivement, on se rend compte toujours trop tard. C'est comme vous savez, les copains et les copines qui commençaient dans la rue, dans les manifs, des régions studentales, je ne sais pas quoi, et qui ne se rendent pas compte qu'ils se trouvent députés au Parlement. Ils ne se sont pas rendus compte, ils ont cru qu'il y avait une solution de continuité, n'est-ce pas? Et alors, une fois qu'ils sont au Parlement, ce n'est pas toujours une bonne surprise, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'effectivement, on néglige beaucoup trop la force normative de la mise en forme, n'est-ce pas? On néglige beaucoup trop la force normative de la mise en forme. Or, effectivement, le monde digital est par excellence le monde de la mise en forme, c'est-à-dire vous pouvez dire ce que vous voulez par des SMS, vous pouvez dire ce que vous voulez comme ça par téléconférence, simplement, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ce que vous voulez subit une mise en forme qui, à ne pas douter, implique une mise en norme. Une mise en norme qu'on s'avale, n'est-ce pas, qu'on s'avale. Alors, Barthelby est dans ce sens-là un exemple majeur, comme ça, un exemple majeur de cet refus de la mise en forme, mise en norme. Il refuse ça. Moi, je vais raconter dans le séminaire cette anecdote historique en Argentine
des camps des jeunes en 1880, plus ou moins à l'époque de la formation de la nation, hein, les États-nations qui naissaient comme ça, des jeunes progressistes de Buenos Aires, des jeunes socialistes et progressistes, etc., vont vers la campagne, non, pour alphabétiser des gauchos et quelques Indiens un peu isolés. Et c'était très drôle parce que les annales racontent l'échec de ces campagnes successives d'alphabétisation. Alors, les jeunes venaient de Buenos Aires et ils disaient, expliquaient à tous ces travailleurs ruraux, gauchos, mi-nomades, etc., ils expliquaient qu'il fallait apprendre à lire et écrire parce que comme ça, ils allaient arrêter de se faire avoir par les politiciens, les patrons et je ne sais pas quoi. Et ce qui est quand même très drôle, c'est que les annales montrent qu'il y a eu une sorte de refus massif d'être alphabétisé. Et les conséquences qu'ils ont tirées, ces jeunes-là, c'est moins documenté. Mais dans tous les cas, ce qui est documenté, c'est cet événement qui est resté comme une sorte de point d'interrogation, non? Et la réponse qu'il donnait, quand il pouvait donner une réponse, n'est-ce pas, articulée, parce que déjà donner une réponse était dépasser les je préfère n'est pas. C'est-à-dire qu'en général, la réponse c'est je ne préfère n'est pas. Les je ne préfère n'est pas, par rapport à ces jeunes progressistes, étaient interprétés comme un déficit, un pur déficit. Mais quand on pouvait aller un peu plus loin, la réponse est quand même très intéressante. Parce que la réponse était de dire, si on apprend à écrire et lire, on va se faire avoir encore plus. N'est-ce pas? Alors, c'était quand même encore plus incompréhensible pour ces jeunes idéalistes, parce que si quelqu'un lui disait « je préfère ne pas être alphabétisé », il disait « bon, il est feignant, ou il est trop aliéné par les patrons, ou il est trop écrasé par la fatigue du travail ». Mais quand les gens lui disaient, ces séminomades lui disaient « on ne veut pas être alphabétisé parce que si on est alphabétisé, on se fera avoir encore plus », on dirait quand même, c'est drôle parce que vous savez, on dit que les Indiens brésiliens, ils ont appris le structuralisme à Lévi-Strauss parce qu'il est venu à l'Amazonie, il est revenu avec le structuralisme. Eh bien, les nomades argentins, ils ont appris à Foucault les principes des rapports entre pouvoir et savoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un savoir sans t'avaler les pouvoirs qu'il a construits, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu t'avales les pouvoirs, c'est-à-dire tu n'acquiers pas un savoir de façon innocente, n'est-ce pas? Et alors, les gauchos, il expliquait ça, ces gauchos et autres semi-nomades, nomades, expliquaient ça. Il disait, si j'apprends, là, je me ferai avoir tout à fait. Or, et c'était en train de se faire avoir, massacrer. Mais, donc, ce refus Barthélemy, non? Je préfère n'est pas. Eh bien, je préfère n'est pas, c'est ce que le monde de la digitalisation actuelle, les mondes de l'algorithme, les mondes dans lesquels, si tu contestes, mais c'est très bien, mais viens, mets en forme ta contestation, non? Mets en forme, dis clairement qu'est-ce que tu proposes à la place, n'est-ce pas? On les voit maintenant avec cette levée des boucliers, un peu plus de la moitié des Français se méfient des vaccins, n'est-ce pas? Et alors, on les dit, si tu te méfies des vaccins, est-ce que tu es biologiste? Est-ce que tu es biologiste? Explique-nous, n'est-ce pas? Et alors donc, effectivement, toute la méfiance envers un vaccin fait en 3 jours, 2 coups de cuillère à peau, n'est-ce pas? Provoque une méfiance, mais qui effectivement déborde largement les allumés complotistes, c'est-à-dire c'est quand même, je pense qu'il n'y a pas 53% des complotistes dans la population française. Donc ça déborde énormément. Mais alors on dit, si tu as quelque chose à dire sur les vaccins, tu le dis en clair. Et on va voir là dans les mois qui viennent, on va voir ces nouveaux combats des lumières contre les ombres, civilisation ou barbarie, n'est-ce pas? Dans lesquels effectivement il y a quelque chose de l'expérience, mais l'expérience ne commence pas avec l'individu. L'expérience, c'est quelque chose qui se véhicule dans ce sens commun, n'est-ce pas? Et par ce qui est commun, justement, presque impossible de mettre en clair individuellement.
C'est-à-dire que l'individu, il est très mal placé pour mettre en clair, pour mettre en norme ces intuitions qui proviennent d'une expérience qui n'est jamais limitée à mon corps ou à ma biographie, n'est-ce pas? Et alors, dans les mois qui viennent, ça va être très intéressant parce qu'effectivement, à nouveau, on va voir quand même ces mépris comme ça des élites, etc., envers l'expérience. Et on voit là cette impossibilité qui existe dans notre démocratie occidentale, cette impossibilité qui existe pour tenir compte quand même de ce qui n'est pas qu'une ignorance, vous comprenez? Pour tenir compte, c'est « je préfère ne pas ». C'est-à-dire, les « je préfère ne pas », c'est complotiste, obscurantiste, réactionnaire, contre le progrès, enfin, toutes les conneries qu'on entend. Mais c'est un gros déficit de démocratie. C'est un gros déficit de démocratie, l'incapacité d'avoir la possibilité de tenir en compte d'une façon ou d'une autre les je préfère ne pas. N'est-ce pas? Les je préfère ne pas, qui provient d'une expérience. Qui provient d'une expérience. Cette expérience-là n'est jamais une croyance individuelle, n'est jamais le fruit d'un complotisme plus ou moins délirant, plus ou moins généreux. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus massif, et dont effectivement l'individu ne peut pas en rendre compte. L'effet que l'individu ne puisse pas en rendre compte est à son tour un piège qui affaiblit la démocratie. Parce que c'est la démocratie saucissonnée, la démocratie des individus saucissonnés, séparés les uns des autres. Et donc, toi, tu dois rendre compte de la chose. Et c'est là où moi, je pense que l'étude du sens commun implique justement commencer à étudier cette dimension de l'expérience que, comme Marie-Laure l'a dit, on ne l'oppose pas à la pensée rationnelle, n'est-ce pas? On l'oppose au rationalisme qui écrase les sens communs, n'est-ce pas? Mais cette impossibilité de tenir compte, c'est ce que nous devons penser, nous devons essayer de comprendre rationnellement, du coup, n'est-ce pas? Nous devons essayer de comprendre parce qu'il est très, très important, si nous voulons garder, défendre et au mieux, dans le meilleur des cas, étendre un tout petit peu les champs des possibles d'un imaginaire subversif, d'une contestation, etc., eh bien, il est très, très important que nous soyons capables de rendre des lettres de noblesse, pour dire comme ça, à l'expérience. Rendre des lettres de noblesse à l'expérience. Parce que si nous prétendons contester le rouleau compresseur de l'algorithmisation du monde, de la rationalité scientiste, etc., etc., si nous pensons répondre à ça en passant par la grille, par l'entonnoir, par les, comment on dit, les filtres, pardon, par les filtres de la mise en forme, eh bien, il va nous arriver ce que justement Barthélémy veut éviter, ou que les gauchos voulaient éviter, c'est faire avoir encore plus. Pas seulement, vous comprenez, mettre au clair, eh bien, ces sens communs, il a deux côtés. Il y a les mots sens et les mots communs. Alors, il est très important de comprendre que ces sens communs, justement, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce qui reste de ces côtés-là du filtre, n'est pas forcément quelque chose de beau, d'agréable. Ce qui reste, c'est quelque chose de très territorialisé, très opaque, très flou, n'est-ce pas? Eh bien, si nous voulons comprendre un tout petit peu ces sens communs, une piste qui nous semble importante, c'est de comprendre un premier point, c'est que sens commun ne veut pas dire socle commun. Sens commun ne veut pas dire socle commun. C'est-à-dire que ces communs-là est un commun contradictoire, conflictuel, contradictoire, non ordonnable. Ça ressemble beaucoup à, on peut comparer avec un dispositif de complexité, n'est-ce pas? C'est-à-dire non tout traductible, non tout représentable, qui accepte les tiers inclus, les tiers est inclus, accepte les principes de que A parfois est A, parfois n'est pas A, parfois c'est B, n'est-ce pas? Accepte ces principes qu'on peut voir dans les modèles de la bande de Mobius, que l'intérieur et le tissé d'extérieur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que
Tout ce type de contradictions acceptent les principes d'incomplétude, d'inconsistance, etc. Bon. Alors, l'essence commun, il est commun de par une expérience que nous devons comprendre comme une permanente conflictualité sans solution. Le contraire là-dessus à la pensée critique. La pensée critique, effectivement, ne peut se baser que sur les principes du tiers exclu, d'une exigence logique, de que c'est A, et si c'est A, c'est pas non A, etc. L'essence commun, au contraire, l'essence commun est quelque chose qui est beaucoup trop profond, qui, de mon point de vue, étend ses liens aux champs biologiques, ce que nous appelons les champs biologiques, les champs du vivant, n'est-ce pas? Et non pas simplement à l'humain et encore moins à l'individu, n'est-ce pas? Dans les sens communs, nous sommes, pour ainsi dire, dans des dimensions, pour reprendre des mots de Simondon, des pré-individuations, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'essence commun et les modes dans lesquels se manifeste chez chacun de nous la puissance du pré-individuel, n'est-ce pas? La puissance des pré-individuels, c'est-à-dire ce qui fait effectivement que tout à coup, Deleuze il disait « je peux parler pour l'animal », pas à la place de l'animal, je peux parler pour l'animal. Je peux parler pour l'animal dans cette en définition pré-individuelle qui nous habite, n'est-ce pas? Cette pré-individuation, effectivement, c'est ce qui dit, eh bien, tout à coup, toutes ces frontières taxonomiques qui aujourd'hui sont mises en cause. À niveau de la science, c'est que j'évoquais souvent mon ami Stefano Mancuso, que tout à coup, dans son travail de botanique par rapport aux plantes, va mettre en cause la séparation quand même millénaire entre les végétales et l'animal, n'est-ce pas? Mais à la fois, la taxinomie, elle est questionnée par rapport au genre, n'est-ce pas? Questionnée par rapport au genre. Tout à coup, on se dit, eh ben, il ne suffit pas qu'il y ait des gamètes comme ci et des gamètes comme ça. Il ne suffit pas de certaines définitions phénotypiques pour dire homme-femme de façon binaire, n'est-ce pas? On est dans un moment dans lequel il y a quand même une forte questionnement de cette mode d'individuation et à la fois, au même moment, n'est-ce pas, on est dans une sorte de mise en norme algorithmique, disciplinaire immense, non, qui écrase tout ça. Bien, le sens commun est interprété, effectivement, le sens commun se manifeste par des goûts, des dégoûts, des images, n'est-ce pas, mais aussi des phrases. Mais des phrases qui sont des phrases imagées. Hein. C'est là où le sens commun n'est pas ordonné comme la pensée critique, dans le sens qu'une image, elle est par excellence polysémique, n'est-ce pas? Une image est polysémique. Hein. C'est-à-dire que l'image ne dit pas une chose de façon univoque, n'est-ce pas? L'image provoque des choses. C'est pour ça que le sens commun habite, se manifeste à niveau des images polysémiques qui correspondent à des expériences et des vécus que, comme je dis, loin d'être produits par et pour des individus, sont la manifestation chez les êtres humains et chez les individus de tous ces soubassements pré-individuels que, quand on essaie de les écraser en disant un homme est un homme, un blanc est un blanc, une femme est une femme, vous voyez, dans tout type d'unidimensionnalisation qu'on essaie de couper, hein, de couper l'émergence comme ça de cette puissance pré-individuelle, là on est dans une attitude disciplinaire et absolument liberticide. La raison, pour revenir sur la remarque de Marie-Laure, effectivement, la raison n'a aucune limitation dans le sens de dire je ne peux pas rationnellement accepter l'indéterminé, les pré-individuels. Ben non, la preuve c'est que Simondon a fait tout son travail, nous ce soir on fait écho à ça, en essayant d'évoquer de façon rationnelle les pré-individuels. Sauf qu'on l'évoque de façon rationnelle. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nous devons prendre d'une façon, d'après un principe de précaution éthique, disons,
nous devons prendre toute définition comme la périphrase d'une phrase qui n'existait pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout énoncé, parce qu'énoncé rationnellement, ne peut être compris, pour ne pas tomber dans la pathologie du rationalisme, tout énoncé doit être compris comme la périphrase d'une phrase qui n'existait pas. C'est drôle parce que souvent, comme j'ai le malheur d'être psy, souvent les gens me parlent de l'inconscient, du ça, de l'objet petit a, de tous ces trucs-là. Et c'est très drôle parce qu'on voit comment chez les psys, il y a eu cette aberration, non, qui est de substantialiser, de créer une identité fermée à des concepts qui ne veulent rien dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand vous voyez des écoles analytiques se bagarrer, etc., n'est-ce pas? Ils se bagarrent sur des concepts que jamais ils considèrent que ces concepts-là sont des périphrases d'une phrase qui n'existe pas. N'est pas qu'elle ne peut pas se dire, n'existe pas. Il y a eu une collègue assez connue à l'époque, dans le cas Maud Manoni, qui avait écrit un livre dans lequel le contenu n'avait rien à voir avec le titre, mais le titre était très bon. Ça s'appelait La théorie comme fiction. N'est-ce pas? La théorie comme fiction. Aujourd'hui, il est très difficile. Il est très difficile dans les débats lumière, rationaliste, n'est-ce pas, le conseil scientifique, etc., et les sens communs, eh bien, ce qui est oublié, ce qui n'a pas le droit de citer, c'est de dire, écoutez, messieurs les grands conseils scientifiques, de toute façon, ce que vous dites relève d'une fiction opératoire, mais c'est une fiction opératoire, parce que d'un point de vue de l'exigence scientifique, c'est le principe de Popper, quelque part, non? D'un point de vue de l'exigence scientifique, quand un scientifique énonce une phrase qui se prétend être la phrase, eh bien, il n'est plus scientifique. C'est-à-dire qu'il est passé de l'autre côté, il est passé du côté de la croyance. C'est-à-dire que quand le mec il dit les virus se comportent comme ça, quand le mec il dit n'importe quoi, n'importe quelle affirmation qui se prétend énoncée dans des termes scientifiques et qui ne se présente pas immédiatement comme une périphrase, comme une fiction, eh bien, ce qui se passe, c'est tout bêtement que le mec n'est plus dans le champ de la science. Le mec est dans le sens de la croyance. Et c'est vraiment le scénario dont on aura à revenir certainement les prochains mois, parce qu'on verra la croyance scientiste, hein, cette mise en forme, opposée et en essayant de absolument délégitimer l'expérience du sens commun qui dit je préfère ne pas. C'est-à-dire que j'essaie d'être le plus clair possible. Notre point de vue est que le débat qui s'ouvre aujourd'hui, qui va être féroce, n'est pas le débat entre des pratiques scientifiques, parce que la science n'existe pas, il existe des pratiques scientifiques. Le débat qui s'ouvre dorénavant, qui sera un débat purement disciplinaire, ça sera le débat des remakes, civilisation versus barbarie, lumière et ombre, qui sera le débat entre la croyance scientiste et les sens communs. Vous comprenez? L'expérience. Donc, c'est là où on va voir que s'il y a un peu plus de raisons d'un côté que de l'autre, paradoxalement, ben, il y aura plus de raisons toujours des côtés de l'expérience que des côtés de la croyance scientiste. Vous comprenez? Mais ça, c'est quelque chose que nous devons pouvoir légitimer, développer et expliquer dans des termes rationnels. Dans des termes rationnels, n'est-ce pas? Mais même si on ne peut pas l'expliquer en termes rationnels, eh bien, nous devons toujours avoir ce respect profond pour les « je préfère ne pas » des sens communs. Alors, je disais, les sens communs a les côtés sens et les côtés communs. C'est commun parce qu'il émerge toujours d'un soubassement absolument infini qui ne connaît pas de limites. Ce n'est pas moi ou lui. Mais c'est sens, c'est ce que je sens, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens n'a aucune raison pour arriver à fonder un socle commun.
Et la dernière fois, je vous disais d'une façon un peu rapide, c'était la fin, je vous disais que la personne qui dit je préfère ne pas, je préfère ne pas chanter la Marseillaise, je préfère qu'on ne vire pas les métèques, je préfère qu'on ne traite pas comme ça tel groupe, je préfère... bon. La personne qui dit je préfère ne pas, dans ces je préfère ne pas, il n'y a pas un bien intrinsèque, vous comprenez? Parce qu'il y a le côté sens. Et dans l'expérience du salcon raciste, eh bien, l'expérience du salcon raciste est justement, n'est pas une opinion, est une expérience, avec toute la force de l'expérience. L'expérience de sa famille, de son groupe, de sa vie, fait que chez lui, il y a quelque chose qui se positionne comme raciste. Raciste n'est pas une opinion. Raciste est un vécu réactionnaire, mais qui correspond à une expérience. C'est pour ça que je dis que dans les sens communs, les côtés sens fait qu'elle ne soit pas un socle commun, n'est-ce pas? Dans les sens communs, dans les dimensions de la vie, du vécu, de l'expérience, ben, il y a la lutte. Il y a la lutte qu'il faut pouvoir assumer. La contradiction, le conflit et l'affrontement. C'est-à-dire que dans les sens communs, à niveau de la vie, nous sommes toujours liberticides, n'est-ce pas, ou réactionnaires, si nous prétendons que les sens communs devraient être ordonnés d'après un principe quelconque de bon sens. Vous comprenez? C'est pourquoi, effectivement, quand on essaye de nous apprendre, de nous dire, de nous inculquer comme ça, que tout conflit doit être dissous dans la parole, dans la communication, cette horreur à la con dont on parle tous les jours, eh bien, effectivement, la communication, mon œil, je dis mon œil parce que je suis devenu un peu plus civilisé que Roberto Hart, mais la vérité, c'est la communication, mon œil. Pourquoi? Parce que la communication est le piège que le rationalisme a créé pour écraser la contestation. Pourquoi? Parce que dans les sens communs, dans les dimensions du vécu, de l'expérience, eh bien, entre un raciste et un antiraciste, eh bien, non, il n'y a pas une dimension de communication qu'on doit trouver. Parlons-en, camarade, tu te trompes. Il ne se trompe pas. C'est un ennemi. Alors ça, aujourd'hui, quand on dit ça, on a gagné le diplôme de débile mental. Non, c'est un ennemi. Un raciste est un ennemi. Un défenseur du néolibéralisme est un ennemi. Quelqu'un qui aujourd'hui propose de faire une pédagogie de compétences pour rendre nos enfants utiles et performants est un ennemi. C'est-à-dire, on a des ennemis. Vous comprenez? On a des ennemis et nous sommes les ennemis de l'autre. Parce que dans les dimensions de la vie, eh bien, comme disait Héraclite, le conflit est le père de toutes choses. Vous comprenez? Alors, c'est là où l'essence commun a du commun une sorte de bouillon comme ça, infini, contradictoire, conflictuel, pré-individuel, mais il n'y a pas de commun, un socle commun. Vous voyez, toujours je fais référence à ces slogans du MRAP. Ce n'est pas pour critiquer les copains et les copines du MRAP, mais c'est le slogan du MRAP qui disait « Un raciste est un homme qui se trompe de colère ». Vous voyez? Eh bien, cet énoncé de très bonne foi, effectivement, magnifique, eh bien, cet énoncé a un côté réactionnaire. Pourquoi? Parce que ça nie l'altérité, vous comprenez? Ça nie l'altérité. Un raciste est quelqu'un qui, peut-être rationnellement, ne peut pas expliquer son racisme, peut-être tout ce que vous voulez. Mais un raciste, eh bien, c'est l'autre, vous comprenez? En Argentine, il y a un groupe de rock latino qui s'appelle Los Fabulosos Cadillac. Je ne sais pas si vous connaissez. En France, ils étaient fait connaître par, comment s'appelait le petit nabo qui chantait clandestino.
Manu Chao. Voilà, Manu Chao a fait connaître les Fabulosos Cadillacs. Dans un moment, dans une chanson de Fabulosos Cadillacs, il parle des disparus argentins. Et alors, donc, tout à coup, le chanteur, il demande au chœur qui répond, mais pourquoi ils les ont disparus? Pourquoi ils les ont disparus? Et la réponse est de dire, porque no somos todos iguales. ¿No? Le chœur, il répond, ¿por qué los desaparecieron? Porque no somos todos iguales. Vous comprenez? C'est-à-dire, on l'a disparu parce que nous ne sommes pas tous égaux. Parce qu'effectivement, ceux qui sont luttés ne sont pas humainement pareils, finalement, que les militaires qui l'ont disparu ou que celui qui n'a rien fait pendant la dictature. Vous comprenez? Donc, dans la pensée, dans l'acceptation du sens commun, il n'y a pas du tout l'acceptation d'un bon sens populaire, de quelque chose dans lequel on dit on doit opposer au rationalisme scientiste le bon sens populaire. Pas du tout. Dans la reconnaissance, dans le droit de cité du sens commun, c'est le droit de cité de la prise de position, de la lutte, de l'opposition, n'est-ce pas? Et aussi d'une opposition, d'une lutte que malgré la lutte, malgré l'opposition, quand même, nous tenons compte que toute identité se nourrit d'un principe préalable de pré-individuation. Mais ce principe de pré-individuation ne veut pas dire justement que parce que je suis alimenté en tant qu'individu par une sorte de source intensive, pour dire comme ça, de pré-individuation, que cette source de pré-individuation me donne le même rapport au monde, la même expérience du monde qu'à mon voisin. Vous comprenez? Surtout les voisins d'en bas, là, du 5e étage et du Stanco. Et alors, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber, nous ne pouvons pas opposer au scientisme rationaliste de mise en forme, on ne peut pas opposer un bon sens. Mais en revanche, nous avons tout à fait intérêt à relégitimer ces dimensions qui sont, je répète, des dimensions de pur conflit et d'opposition. Cette opposition, épocalement, prend la forme de lutte des classes. C'est-à-dire quand Marx dit la lutte des classes est le moteur de l'histoire, eh bien, quand Marx dit ça, il n'est pas en train de dire que les ouvriers parce qu'ils sont ouvriers et les patrons parce qu'ils sont patrons. Il fait bien attention de faire la différence entre la classe en soi et la classe pour soi, n'est-ce pas? C'est ceux qui assument le projet d'émancipation prolétarien qui vont vers l'émancipation. C'est-à-dire que Marx, il fait clairement la critique à cet homme abstrait dans un texte très court et très clair qui est la question juive. Dans la question juive, Marx, il fait une critique à cet homme de l'humanisme, cet homme de l'humanisme, cet homme vidé de toute substance, cet homme qu'on dirait par rapport à l'intervention du début du séminaire, très performant et entraîné. Marx, il fait la critique de ça. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que dans les concepts de lutte des classes de Marx, il n'y a aucun type de substantialisation des classes. Vous comprenez? Il n'y a aucun principe de substantialisation des classes. La substantialisation des classes est un processus qu'après les marxistes, les marxiens, non, ils sont développés dans les organisations révolutionnaires en substantialisant, en faisant la critique du petit bourgeois qui n'est pas prolétaire, mais pour mieux posséder aux prolétaires, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on a vu les dérives dans le marxisme dégénéré qui tout à coup, chez Pol Pot, n'est-ce pas, va parler de la race khmer, par exemple. On voit dans la substantialisation, la tendance à substantialiser la classe, on a vu partout, même au Pérou, les combattants des Sentiers Lumineux. Ils sont, petit à petit, on voit que tout mouvement de substantialisation d'une lutte très vite arrive à
discours et une pratique raciste, n'est-ce pas? Des suprématies d'une race. C'est les Russes blancs chez Staline, par exemple, n'est-ce pas? Alors, moi, je pense que si nous voulons avancer, c'est-à-dire dans cette connaissance du sens commun, n'est-ce pas? Si nous voulons avancer dans cet imaginaire subversif, nous devons comprendre que nous le nommons imaginaire justement parce que la puissance des contestations ne pourra jamais émerger des analyses mathématiques, vous voyez, de certains philosophes français de gauche. Il y a quelque chose qui est cette revendication de la haine, qui aujourd'hui revendiquer la haine, alors là, la haine des classes, ce qui est appelé la haine des classes. Que ce n'est pas la haine destructrice dans le sens du terrorisme, dans le sens de la barbarie. C'est une métaphore. Il faut l'entendre comme une métaphore, il faut l'entendre d'une façon plus soft. C'est-à-dire, la lutte pour l'émancipation ne sera jamais le résultat d'un théorème. La lutte pour l'émancipation sera toujours l'émergence d'une expérience vécue qui doit garder ces côtés d'expérience vécue sans accepter de prétendre passer toutes au filtre de la pensée rationaliste. Comment, je ne sais pas si quelqu'un voulait intervenir, je regarde l'heure. Je redis, je n'ai pas de demande de parole écrite. D'accord. Non, simplement, là, je voulais continuer à évoluer par rapport justement à ces côtés flous liés au corps, cette sorte d'apologie du flou. Je faisais référence tout à l'heure au fait que pendant, je ne sais pas, 15 ans au moins, j'ai travaillé pour construire un modèle organique qui n'est pas un modèle biologique. Le modèle organique que j'avance dans la singularité du vivant est un modèle qu'on peut appliquer à la biologie, mais qui n'est pas biologiste. C'est comprendre, c'est-à-dire qu'on applique ces modèles-là à la biologie, mais ce n'est pas un modèle biologisant. Eh bien, quand j'ai fini tout ce travail d'au moins 15 ans, de construire ces modèles que j'ai essayé avec des différents scientifiques, avec un collègue, un biologiste, on a discuté, etc. Et que j'ai dit, bon, on va les publier dans ces bouquins, La singularité du vivant. Eh bien, je me suis dit, merde, 15 ans de boulot, présenter un modèle organique, je dis, c'est un mamotreto. Alors, mamotreto, comme je disais tout à l'heure, en espagnol, ça veut dire n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est qualunque cosa, non? Et alors, quand on avait présenté la chose, je me souviens à la Maison de l'Amérique latine, des gens m'ont dit mais pourquoi tu appelles mamotreto à ce travail, non? Ça reste du sérieux, ça enlève du sérieux. Et en France, disons qu'en Argentine, en Italie, en Uruguay, effectivement, tout à coup, vous comprenez, arriver quelque part à un niveau d'étape dans lequel vous dites j'ai accompli une étape de recherche et je nomme cette étape bouffonnerie, c'est mal vu en France. En France, ça ne passe pas. Eh bien, le problème, c'est que, effectivement, moi, je défends une éthique mamotreto, n'est-ce pas? Une éthique mamotreto veut dire une éthique plus proche de ce qui est le propre du vivant, c'est vécu cette expérience floue, n'est-ce pas? Cette expérience floue. Parce que peut-être la différence qui pourtant existe, très claire, entre l'expérience qui fait que quelqu'un arrive à être raciste et l'expérience de quelqu'un qui est antiraciste, eh bien, c'est que quand même que les racistes opéraient un pas de plus dans l'écrasement du flou, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est vrai que tous les deux viennent d'une expérience, mais le raciste comme le sexiste, n'est-ce pas? Eh bien, est quelqu'un qui a fait un pas de plus dans la séparation de ce flou-là. C'est-à-dire, est quelqu'un qui justement ne pense pas que ses positions sont mamotreto. Malheureusement, la gauche révolutionnaire et certains mouvements anarchistes, moi, mais quand même, ont tombé dans le même désir d'exactitude. N'est-ce pas? C'est-à-dire,
certains théoriciens révolutionnaires prétendent effectivement, d'un point de vue platonicien, vous savez ce que Platon avait mis dans les frontispices de l'Académie, et il avait mis tous ceux qui ne soient pas géomètres n'ont pas le droit d'entrer, pas parce que c'était d'un point de vue de l'exactitude de la chose. Eh bien, malheureusement, quand la contestation, quand les secteurs révolutionnaires arrivent à ces points-là, pour être légitime, écraser les flous, eh bien, là, ils se condamnent. Au-delà de la raison qu'ils peuvent avoir dans les départs de leur cause, de la justice de leur cause, la méthode d'éliminer les flous les condamne. C'est ce qui arrive avec les écoles philosophiques, c'est ce qui arrive avec les ridicules des écoles analytiques, n'est-ce pas? Cet écrasement du flou, cet écrasement du flou. Eh bien, moi, je pense que nous avons tout à fait intérêt à comprendre quelle est cette dimension du mamotreto, cette dimension du flou, qui fait qu'à un moment donné, je peux faire opérer ces tiraillements sans lesquels il n'y a pas d'éthique situationnelle. Je peux assumer ces tiraillements d'après lesquels je peux risquer ma vie dans un combat, mais le fond de ça, c'est je ne crois pas à ces combats. Vous comprenez? C'est-à-dire, je peux risquer ma vie, mais je ne crois pas à ces combats. Je ne crois pas, ça veut dire quoi? Je ne crois pas que moi, en tant qu'individu, en tant que personne ou en tant que groupe, je suis l'incarnation d'une vérité. Or, justement, hein, c'est-à-dire en commençant par les titres du journal soviétique, la Pravda, la vérité, n'est-ce pas? Cette question de la vérité. Et moi, je crois qu'à ces moments dans lesquels notre préoccupation commune est comment aujourd'hui peuvent réémerger, se renforcer, se développer un imaginaire théorique et pratique subversif capable d'assumer les défis terribles de notre époque. Eh bien, à ces moments-là, la question de l'imaginaire subversif, la question d'une position d'émancipation qui ne soit pas piégée dans une nouvelle discipline encore pire, ben effectivement passe par une réflexion que nous allons continuer à faire sur ces flous-là, sur ces mamotreto. Voyez, souvent, dans les groupes révolutionnaires, les problèmes passaient par des dimensions absolument narcissiques, n'est-ce pas? D'être l'homme nouveau, d'être cet homme, cette femme qui s'est guidée par la rationalité, qui était supérieure aux autres, qui arrivait d'une façon très chrétienne d'ailleurs, hein, à écraser ses instincts. Eh bien, si nous voulons développer aujourd'hui un imaginaire subversif que justement ne discipline pas ces dimensions de l'expérience du vécu, eh bien, nous devons essayer de développer un imaginaire et des pratiques subversives d'émancipation qui soit pour nous. Homme, femme, ni homme ni femme, sale, avec des pulsions, avec des désirs, avec de la rationalité aussi. Juste un détail avant de finir aujourd'hui. La force qu'a eu le capitalisme sur nous, la force fondamentale qu'a eu le capitalisme sur nous, c'est que le capitalisme ne s'adressait pas à un homme imaginaire rationnel. Le capitalisme a très bien compris les côtés irrationnels des êtres humains. Et alors, pour vendre une voiture, pour vendre n'importe quelle merde, il savait qu'il fallait vendre du parlant-pampant, n'est-ce pas? Que les gens ne sont pas rationnels. Il savait, comme bon, l'exemple de Napoléon, n'est-ce pas? Quand Napoléon, il sait que pour que les soldats aillent se faire tuer au combat, il fallait leur dire qu'ils avaient la Légion d'honneur dans les sacs à dos. C'est-à-dire que, ça y est, il avait la Légion d'honneur et le bâton de maréchal dans le sac à dos. Alors, la Légion d'honneur, c'est une sorte de honte que certains acceptent, ou les bâtons de maréchal, eh bien, était beaucoup plus efficace que de dire à quelqu'un, si tu saccages, tu pilles, tu violes, après tu auras une bonne petite parcelle de terre. Ça ne marchait pas pour aller se faire tuer et aller violer et saccager. Pour aller violer, saccager, tuer, il fallait les donner du parlant-pampant imaginaire. Toujours la réaction a compris ça. Toujours la réaction a compris ça et ça l'a donné une supériorité infinie par rapport au projet révolutionnaire d'émancipation.
a compris le côté irrationnel. Sauf que la réaction aussi s'est mise dans l'œil. Parce que nous ne sommes pas que irrationnels. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas que irrationnels. C'est là où une rationalité capable de produire des idées adéquates, capable de penser, mais penser en acceptant cette altérité des corps, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça qui doit être la base de cet imaginaire subversif, théorique et pratique, n'est-ce pas?